Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Politique, l'émission de Ouest France de 20 minutes et de l'internaute.com. Votre émission politique sur Internet. Ce matin, nous recevons Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, ancien président du Sénat et nouvellement candidat à la présidence du Plateau. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur le plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Pierre Cottier, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec moi pour co-présenter cette émission. Je vous rappelle le principe de l'émission, vous la connaissez bien sûr. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir et poser votre question à Gérard Larcher. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Gérard Larcher, le 28 septembre, donc 178 sénateurs seront nouvellement élus. Sur les sièges à pourvoir au mois de septembre, on compte 96 sénateurs à droite et 82 sénateurs à gauche. Les calculs sont simples, il suffit que la droite fasse basculer 7 sièges pour que la Haute Assemblée bascule. Selon vous, Gérard Larcher, est-ce que la droite est sûre de remporter ces élections? Est-ce que le Sénat va passer à droite à la fin du mois? Le centre et la droite vont-ils gagner le 28 septembre? Il faut regarder les élections municipales. Parce que c'est au travers des élections municipales, donc du territoire, donc des élus du territoire, que le Sénat puisse sa légitimité. Et les élections municipales du printemps dernier, elles ont été gagnées par les familles politiques du centre et de la droite, mais aussi par des personnalités qui n'appartenaient pas à ces familles, mais qui avaient un projet assez différent du projet que le gouvernement et la majorité aujourd'hui en place proposent. Il y a donc une logique. Comme le Sénat avait basculé en 2011, qu'aujourd'hui le Sénat, tout simplement, soit le reflet du sentiment des citoyens au travers de leurs élus municipaux, puisque plus de 95% du corps électoral sénatorial, ce sont d'abord des élus municipaux. Un basculement serait naturel, mais cela dit, la logique des institutions, mais vous savez, le mode de calcul de désignation des sénateurs est un peu plus complexe que cela, finalement. Oui, mais il y a un risque que le risque, non. Le mode de scrutin proportionnel, d'ailleurs renforcé par les socialistes, qui pensaient d'ailleurs en tirer des dividendes. Mais il se trouve qu'au printemps, notamment les secteurs urbains, ont fait l'objet de basculements politiques. Je voudrais rappeler que le rôle du Sénat, c'est de représenter les territoires. Et une des inquiétudes que je ressens sur le territoire, c'est le sentiment de l'espace rural, mais aussi des petites villes, des villes moyennes, confrontées aujourd'hui à un sentiment d'abandon face à un débat permanent qui ne concerne que les métropoles et les grandes régions puissantes. Et ça, c'est un des sujets de l'élection sénatoriale. Le Sénat actuel n'est déjà pas un cadeau pour le gouvernement. On voit bien la difficulté qu'il a à voter des textes, et les textes majeurs ne sont d'ailleurs pas votés. Concrètement, sur quel terrain vous pensez agir pour combattre la majorité de gauche? Je pense qu'une assemblée n'a pas à être un cadeau, même quand elle partage politiquement les mêmes sentiments que la majorité de l'Assemblée nationale. Le rôle du Sénat, au travers de sa représentation, de sa mission, c'est comme l'Assemblée nationale de voter la loi, de contrôler le gouvernement, de tracer des prospectives, mais de le faire d'une autre manière. L'Assemblée nationale, elle est issue de l'élection présidentielle depuis la réforme du quinquennat. Au fond, elle est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Le Sénat, au travers de son mode de scrutin, de son renouvellement par moitié, il est une forme de balancier stabilisateur. Et personnellement, la vision que j'ai, c'est que naturellement, face à l'urgence de la crise morale, économique et sociale, nous ne pourrons pas continuer dans une forme de rejet systématique. Il faut aller et analyser les propositions qui nous sont faites, les amender, parce que ça, c'est le rôle du Parlement. Donc vous êtes pour une opposition constructive et en même temps, rôle de l'opposition, préparer l'alternance. Non pas comme un espèce de laboratoire anti-Hollande ou anti-je ne sais qui, mais parce qu'il est de notre responsabilité de préparer les réformes dont le pays a besoin et dont je crains qu'elles ne soient pas tout à fait mises en place en 2017. On est quand même dans une situation où le chômage ne cesse de croître. Moi, j'étais ministre du Travail il y a quelques années, et je vois bien que c'est la première angoisse de mes concitoyens. Nous sommes dans des territoires aussi où on note la décroissance, la désindustrialisation. Cette réalité-là, il faut la prendre en compte. En parlant de ce sentiment-là, il y a une question de Chantal qui nous demande pourquoi est-ce que le FN est inexistant au Sénat alors que
la force de ce parti est aujourd'hui incontestable. Et justement, le Sénat, le FN pourrait faire son entrée au Sénat à la fin du mois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le Sénat est le reflet des élections territoriales. Dans les élections territoriales, certes, le Front National a gagné quelques villes, mais je vous rappelle qu'il y a 36 512 communes. Alors méfions-nous de ces effets d'annonce. Il y aura peut-être un ou deux sénateurs du Front National, notamment dans les départements à la proportionnelle. Ça vous préoccupe? Ça vous inquiète? Ce qui me préoccupe, c'est que les Français aujourd'hui puissent envisager une alternative au travers de ce que le Front National et ses projets représentent. Ça n'est pas tant la présence d'un ou deux sénateurs. En démocratie, il faut aussi accepter les règles que quand il y a une représentation territoriale, il y a des conséquences naturellement sur le Sénat. Personnellement, c'est plutôt à nous de reconstruire les partis d'alternance démocratique, un socle de valeurs, de propositions crédibles. C'est notre responsabilité, c'est d'ailleurs la responsabilité de la formation politique à laquelle j'appartiens, qui m'apparaît beaucoup plus important que les débats de personnes que nous avons. Gérard Larcher, on a beaucoup d'internautes qui, comme Chantal, s'interrogent sur la représentativité du Sénat et sur la modernisation à venir, ou peut-être à réfléchir pour le Sénat. Est-ce que selon vous qui allez peut-être présider le Sénat à partir du 1er octobre, le Sénat peut-il et doit-il être modernisé? On pense notamment à l'instauration de davantage de proportionnels, pourquoi pas. On a beaucoup de propositions, notamment sur l'instauration du suffrage universel direct, dans certains cas. On parle beaucoup du vote à bulletin secret. Est-ce que vous avez certaines propositions, vous, qui permettraient d'inscrire le Sénat dans une autre logique, celle peut-être du XXIe siècle? Je ne sais pas si la proportionnelle, c'est la réponse du XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la proximité entre les femmes et les hommes politiques et les citoyens. Et le système proportionnel est un système qui les éloigne. Je suis élu à la proportionnelle, dans un département d'1 400 000 habitants. J'ai des collègues tout près de chez moi qui sont élus au scrutin majoritaire, dans une relation beaucoup plus personnelle. Et d'ailleurs, les élus locaux, dont certains sont élus au système majoritaire proportionnel et d'autres au système majoritaire, sont plus proches des citoyens. Car aujourd'hui, l'élu qui a la confiance, c'est d'abord l'élu local. C'est d'ailleurs le seul quand on fait des sondages d'opinion. Voilà pourquoi je pense que le Sénat, élu d'élus en quelque sorte, pourrait reconquérir l'opinion. Sur le suffrage universel direct, c'est ce qui existait dans un pays comme l'Italie. Et on voit bien que la force de deux chambres, c'est deux modes de scrutin différents, j'allais dire des pouvoirs différents et des responsabilités différentes. On voit bien qu'en Italie, on envisage d'abandonner le scrutin direct parce que l'intérêt d'une deuxième chambre, c'est d'être différente, d'avoir un rythme différent et d'avoir des responsabilités complémentaires. C'est, je crois, une des richesses de la démocratie. Sur le vote à bulletin secret, le président du Sénat est élu à bulletin secret, il suffit qu'il y ait j'allais dire des demandes pour les votes personnels. Par contre, il me semble tout à fait légitime que le vote ne soit pas à bulletin secret. Nous avons à rendre compte devant ceux qui nous ont témoigné directement ou indirectement, parce que nous sommes au suffrage universel indirect, quel a été notre vote? Quel a été notre vote de soutien, par exemple, au budget ou de refus du budget? Quel a été notre vote sur les questions de société? Il faut que nos concitoyens sachent, parce que nous leur devons des comptes. Et ces comptes, c'est pas simplement la transparence. On parle beaucoup de transparence financière, c'est aussi la transparence démocratique. Qu'est-ce que j'ai fait sur des sujets de société? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à des questionnements du gouvernement? Gérard Larcher, vous êtes candidat à la présidence du Sénat. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues pour qu'ils votent pour vous plutôt que pour Jean-Pierre Raffarin ou pour Philippe Marini, qui sont aussi candidats? Je ne me positionne pas contre, en primaire. D'abord, nous appartenons au même groupe. Nous avons ensemble un certain nombre de socles. Moi, je suis 100% Sénat. C'est-à-dire que je pense que le Sénat, qui est sorti des écrans radars, il faut bien le dire, à une exception près, sans doute, la loi de programmation militaire, qui est sorti des écrans radars depuis 2 ans et demi, doit jouer pleinement son rôle. Il doit se faire la chambre d'écho de ce qu'on entend sur le terrain. Et ma première des préoccupations, c'est le Sénat. Le rendre visible, redonner aux sénateurs le sentiment
qui sont vraiment utiles à la démocratie et à la représentation du pays, et le faire comprendre aussi au pays qu'il doit faire confiance au Sénat. Je crois que le pays n'attend pas un coup politique de plus, un ralliement de plus à tel ou tel. Le pays attend les femmes et les hommes qui, au Sénat, s'attellent aux questions de fond du pays. Cette crise économique et sociale qui entraîne cette crise morale. Aujourd'hui, un des sujets, par exemple, et je vois bien vos jeunes lecteurs, 1 sur 4 est au chômage. 1 sur 4 est au chômage. C'est un des sujets. La réforme territoriale, ça n'est pas pour bloquer la nécessité de réforme. D'ailleurs, nous avions montré en 2010 que nous étions capables d'évoluer. Mais c'est aussi pour mieux répondre. Mais je pense que le territoire, c'est quelque part le levain du renouveau du pays. Pour aborder la réforme territoriale, justement, qui est quand même un gros dossier pour le Sénat, elle pourrait aller très vite avec des élections régionales et départementales avant l'été 2015. Est-ce que c'est un scénario possible selon vous? C'est un calendrier très difficile à tenir si on veut faire une vraie réforme territoriale. Ou alors ça veut dire que le gouvernement ne souhaite pas de dialogue, ni avec l'Assemblée nationale, ni avec le Sénat. Or, le Sénat a cette responsabilité territoriale. Vraiment, je rejoins ce qu'a dit le président de la commission spéciale, Jean-Jacques Hyest, dans une lettre récente au Premier ministre. On ne peut pas, sur un tel débat qui est nécessaire pour le pays, le faire à la va-vite au prétexte d'un calendrier électoral ou d'une angoisse de décision du Conseil constitutionnel. Mais il faut un an entre une nouvelle circonscription et un vote dans cette circonscription. Ça n'est pas constitutionnel, mais c'est, j'allais dire, de pratique habituelle. Or, nous voyons bien que si nous avons des élections régionales au mois de juin, comme la semaine dernière l'a été annoncé, mais comme les annonces, on est à la 5e annonce sur la réforme territoriale, et que les annonces montrent une espèce de confusion. Si nous prenons aujourd'hui la réforme territoriale dans son ensemble, on ne sait pas quelles sont les compétences des régions, quelles sont les compétences des départements. Le découpage cantonal est toujours, pour un grand nombre de cantons, devant le Conseil d'État. Il faut que le gouvernement... Et le découpage régional n'est pas fait. Et le découpage régional n'est pas fait, puisque au départ, il n'était fait qu'autour de la région Poitou-Charentes, qui était l'épicentre de la France. Et oui. Et vous, au Sénat, vous allez le remettre en cause en octobre? On va remettre en cause d'abord le dossier des compétences. Parce que je rappelle que la compétence générale, nous l'avions supprimée dans la loi de 2010. Ça voulait dire que le département et la région ne pouvaient pas faire tout et n'importe quoi. On avait imaginé un département qui soit d'abord un lieu social, de proximité, un lieu aussi d'aménagement du territoire, notamment rural, une région qui soit stratège. Tout ça, il faut que nous le connaissions. Les citoyens vont-ils voter pour des régions dessinées dans l'approximation d'un lundi après-midi, sans savoir quelles seront les compétences des régions? La démocratie, ça nécessite des citoyens informés et qui se prononcent en fonction de cela, en toute lucidité. Gérard Larcher, tout ça nous promet beaucoup de débats, donc beaucoup de temps pour cette réforme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que finalement cette réforme ne se fera pas sous le quinquennat de François Hollande? Je pense qu'il faut continuer. Le Sénat, d'ailleurs, depuis des années, préparé. Certains disent, mais le Sénat a bloqué, ça n'est pas tout à fait exact, au contraire. Je reviens à la loi de 2010, le conseiller territorial, il avait l'esprit, et s'était rassemblé des décisions régionales et départementales, et il y avait surtout la question des compétences, car c'est d'abord le sujet numéro 1, la compétence. Quelle est la compétence de mon département? Quelle est la compétence de ma région? Quelles sont les compétences de ma commune et de mon intercommunalité? Tout ça par rapport à l'État et l'Europe. En termes de délai, vous pensez vraiment que François Hollande pourra finir son quinquennat en ayant... C'est-à-dire que le délai de décembre 2015 paraissait un délai crédible. Celui du printemps 2015 m'apparaît un délai... D'ailleurs, les présidents socialistes des régions disent que ça n'est pas possible. Vous savez, avec Philippe Richert, le président de la région Alsace, nous avons regardé les choses, d'autant que Philippe Richert, avec beaucoup de courage politique, relance le Conseil d'Alsace. Ce qui démontre d'ailleurs que le seul qui a aujourd'hui des propositions concrètes sur un territoire n'appartient pas à la majorité. Eh bien, Philippe Richert, dont regardions le décompte, c'est quasiment impossible si on veut faire une réforme sérieuse, qui est le fruit d'un débat démocratique, donc devant le Parlement, et qui puisse être appliquée. Justement, sur la méthode, vous semblez beaucoup critiquer la méthode, oui. Peut-être plus que le fond, parce que l'accord de simplification de notre institution territoriale, vous savez, vous approuvez la logique. Le territoire, c'est un lieu d'accroche pour les citoyens.
la méthode quand on a changé 4 fois de projet. Madame Lebranchu va bientôt nous présenter le 5e projet. Je dois dire que le président de la République, début 2014 à Tulle, se fait le chantre du département. Le Premier ministre, en avril, nous fait disparaître le département. Et voilà que fin août, pour des raisons d'équilibre politique au sein du nouveau gouvernement Valls, on dit au président des radicaux de gauche, finalement, il restera des départements ruraux. Tout ça nécessite... Alors, justement, on peut évoluer, on peut s'interroger, mais tout ça, ça nécessite une réflexion sérieuse et en profondeur. sur la question des départements, est-ce que l'UMP est très au clair? Parce qu'on entend un certain nombre de responsables du parti dire il faut les supprimer. Et au Sénat, on dit il faut les garder. L'UMP au Sénat est très clair sur ce sujet. Nous pensons que le département est nécessaire. Et hier, où parfois Alain Juppé a exprimé des choses, je rencontrais des collègues de la Gironde à Bordeaux, et ils me disaient qu'au fond, sur une région qui sans doute pourrait être plus grande, une Aquitaine élargie, la nécessité départementale se fait encore plus jour à la lumière des rencontres qu'ils ont avec les élus locaux. Et je dois dire que dans ce dialogue avec Xavier Pintat, avec Gérard César, mais aussi, je le sais, en association avec Marie-Hélène Deségaux, qui sont 3 sénateurs, aujourd'hui, ils ressentent le département. Par contre, il faut définir les compétences. Je reviens à ce leitmotiv. Où fait-on des économies dans ce cas? Si on garde... D'abord, est-ce qu'on fait des économies dans ce qui nous est proposé? C'est la compétence qui est le cœur de l'économie. Vous voyez bien, M. Le Guen nous a avancé des chiffres approximatifs, jusqu'à 20 milliards on a été. Tout ça sans étude d'impact réelle. Donc je crois que le véritable sujet, c'est comment on rend le territoire plus dynamique, comment on maîtrise un certain nombre de dépenses. Mais qu'est-ce qui compte plus que les économies? C'est que le territoire soit un lieu de développement économique, de développement social. Et nous voyons bien aujourd'hui que le sujet numéro 1 de ce pays, c'est de retrouver la croissance. On a une autre question qui intéresse énormément les internautes, c'est celle du non-cumul des mandats. On a une question de Bernard qui vous demande, en refusant le non-cumul des mandats, est-ce que vous n'êtes pas déconnecté des aspirations des citoyens? Je crois que c'est très difficile à faire comprendre qu'on exerce plusieurs mandats. Et pourtant, quand vous êtes sur le terrain, moi j'ai longtemps été maire, 31 ans, maire de Rambouillet et 27 ans parlementaire. Les gens souhaitent que vous soyez à la fois le maire et le parlementaire. Donc attention à une vision trop globale. Je crois, notamment pour le Sénat, et je le dis parce que, en plus, moi j'ai transmis ma fonction de maire. Je pense qu'il est indispensable, si on veut être autre chose qu'un apparatchik politique élu à la proportionnelle, d'avoir cet enracinement local. Il faut, je crois, c'était une proposition du groupe RDSE au Sénat, limiter, encadrer, encore plus que ça n'était, ce qu'on appelle cumul, qui est en fait l'exercice de fonctions. C'est vrai qu'en même temps, et je l'ai été, être président du centre hospitalier, de la société d'HLM, c'est sans doute quelque chose qu'il faut mettre en partage pour travailler en équipe. Mais avoir un mandat local exécutif et une fonction parlementaire, notamment au Sénat, ça me semble tout simplement de bon sens. On va passer, Gérard Larcher, à l'autre chapitre, celui qui est consacré à votre formation à l'UMP. L'agitation a fait place à, comment dire, un peu de discipline pour que les troupes se mettent en ordre de bataille à cette rentrée. Alors on a 2 dates importantes pour le parti dans cette nouvelle séquence. On a d'abord fin novembre le congrès, et puis les primaires de 2016. Alors on s'y retrouve un peu difficilement entre ces 2 dates, tous ces candidats, les uns pour tel scrutin, les autres pour la présidence de l'UMP. Est-ce vraiment si difficile de trouver un leader à droite? Et selon vous, quelles sont les 2 personnes susceptibles et les meilleures pour incarner l'UMP? D'abord pour la présidence et puis ensuite pour défendre vos couleurs en 2017. Une formation politique, c'est d'abord un socle de valeurs qui vous rassemble. Et ce socle de valeurs, vous le transformez en projet. Et ce projet, vous essayez, c'est votre objectif, qu'il soit soutenu, partagé par une majorité de citoyens. C'est tout simplement la démarche dans une démocratie d'une formation politique. Un tout petit peu d'histoire. L'UMP, 2002, rassemble des familles politiques qui vont des gaullistes aux libéraux, en passant par les chrétiens démocrates, des radicaux. Et l'UMP va
sur ce socle de valeurs, à la fois soutenir l'action de Jacques Chirac, puis soutenir l'action de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, en 2014, Gérard Larcher, il faut préparer l'alternance. Et donc, préparer Comment l'alternance, est-ce qu'on incarne à un moment où cette l'UMP alternance a traversé une grave crise d'abord de valeurs, mais aussi crise morale, depuis l'élection ratée de ce qui voulait être un grand projet démocratique de l'automne 2012, l'UMP a vécu quelque part sur la nécessité d'une clarification, auquel s'est ajouté les difficultés que je qualifierais pudiquement de logistique, mais les difficultés financières, l'absence de transparence, tout ceci qui nous a conduit au printemps à mettre en place une direction provisoire qui, sous l'autorité des 3 anciens premiers ministres, avec un bureau politique. Donc, manifestement, Gérard Larcher, il manque un leader naturel à la droite, à l'UMP. L'objectif du congrès du 29 novembre, c'est d'abord de refonder les valeurs du mouvement politique. Qu'est-ce qui nous conduit j'allais dire, à être ensemble? La deuxième des choses, c'est de rebâtir un projet. Alors, il y a déjà des éléments de réflexion des uns et des autres sur le projet en matière économique, en matière sociale, en matière de place de la France, de regard sur l'Europe. Tout ceci est en cours. Et les réflexions, encore faut-il les assembler pour en faire un projet. On en débat maintenant, on débat pour la primaire ou on débat avant pour la présidence de l'UMP? Derrière les idées, derrière le projet, il y a le choix des femmes et des hommes. C'est ce que nous allons vivre. D'abord pour la présidence de l'UMP, le 29 novembre prochain, puis pour 2017, puisque dans nos statuts, c'est un des acquis de nos débats de fin 2012, et il doit y avoir une primaire ouverte. Et cette primaire ouverte, il faut que nous la vivions de la manière la plus positive qui soit. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui sont annoncés. Certains disent qu'il y en a trop. Mais parfois, je pense qu'il faut que tout ça se canalise. Mais il y a des règles. Et parmi ces candidats se dégagera le véritable leader. Il sortira des primaires. Des primaires ouvertes. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, je précise bien. Est-ce que c'est pour vous une bonne idée qu'un président, qui est un homme généralement un peu au-dessus des partis, veuille s'engager à la tête d'un parti? C'est son choix personnel. Mais vous en pensez quoi? Et c'est un choix qui est légitime. C'est un choix qui va l'engager à reconstruire une formation politique si c'est lui qui est choisi. Et s'il est choisi, il peut être candidat à la présidentielle? Oui, parce que les statuts de l'UMP disent... Non, les statuts n'empêchent pas le président. C'est un souhait qui a été exprimé par un certain nombre, qui a été rappelé dimanche, je crois, à La Baule, qui a été rappelé. Mais j'allais dire, chacun peut être candidat aux primaires ouvertes, qui sont d'ailleurs une nécessité, ces primaires ouvertes. Elles sont une nécessité parce que ça n'est pas sur le seul UMP que demain il y aura, me semble-t-il, un rassemblement des Françaises et des Français. Il faut qu'il y ait un projet politique, que ce projet soit ouvert sur tous les citoyens qui choisiront celui ou celle qui leur semblera le meilleur en 2016. Ouvert aux centristes? Mais ouvert à tous. Ouvert à François Bayrou? Ouvert à tous. Tous ceux qui auront envie de choisir pour la primaire devront pouvoir voter. D'ailleurs, on l'a vécu au Parti Socialiste. C'est peut-être pas une méthode qui donne le meilleur en désignation, mais c'est comme ça. Enfin, ça dégage un candidat. Voilà. On remarque que les cadres poussent pour se faire une place. On a pas mal d'internautes, notamment Olivier, qui nous demande si, honnêtement, Juppé, Sarkozy, Fillon ne sont pas des hommes du passé. Est-ce qu'il ne faudrait pas des jeunes? Est-ce qu'il ne faudrait pas une femme? Je crois qu'on n'est pas une femme ou un homme du passé quand on a 60 ans. D'ailleurs, c'est l'âge moyen de la société. Mais je pense qu'il faut que les jeunes aient leur place. J'aurais mauvaise grâce à le dire, moi qui ai été élu très jeune, et maire et sénateur. Donc je pense que le signe de bonne santé d'un mouvement politique, c'est d'être ouvert à toutes les générations, sans faire de jeunisme, sans tomber non plus sur le fait que l'âge canonique serait la seule vertu pour diriger un mouvement politique. Gérard Larcher, on va passer à notre séquence pour ou contre, une séquence classique de l'émission, dans laquelle on vous demande de donner votre avis sur 5 propositions et de nous dire pourquoi, et rapidement, vous êtes pour ou contre. Donc je ne réponds pas que par oui ou pardon. Hein? Vous avez un petit mot d'explication. Je reviens au Sénat. Monsieur Larcher, faut-il, oui ou non, réduire le nombre de sénateurs? C'est la proposition de Bruno Le Maire. Pour ou contre?
À examiner. Et pardonnez-moi, je réponds un peu en normand, parce que c'est l'ensemble du système institutionnel qu'il faut revoir, et ce qu'il faut concentrer. Donc, cette décision s'appliquerait aussi aux députés comme aux sénateurs, parce qu'il y a aussi des équilibres constitutionnels. Je rappelle que pour éviter que la Constitution ne bouge tous les matins, il y a une majorité des 3/5 qui est nécessaire. En tous les cas, ça mérite d'être regardé, mais j'y mettrai une autre condition. Ce n'est pas le système proportionnel qui nous permettra, je suis beaucoup plus pour le système majoritaire, qui est lié à la Ve République. On n'a pas parlé de la Ve République. Regardez comment nous vivons aujourd'hui une crise politique, et la Constitution de la Ve nous permet de vivre cette crise sans que le pays se déchire, sans que tout soit à bas. C'est aussi un des acquis de la réforme constitutionnelle voulue par le président Charles de Gaulle. Pour ou contre, diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs et ou diminuer leur indemnité? L'indemnisation du chômage est quelque chose d'indispensable. Encore, il faut que ce soit un outil de retour vers l'emploi. Le retour vers l'emploi, c'est la formation, c'est aussi une recherche active, mais c'est aussi la croissance, car il faut qu'il y ait des emplois. Et pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent de la richesse. Et donc, j'ai considéré que les réactions au propos de François Rebsamen m'ont fait presque sourire. Quand c'était nous, c'était de la traque aux chômeurs, et voilà que ce serait une vertu, au prétexte que ce serait un gouvernement de gauche. Je pense que le contrôle des chômeurs est légitime, car il s'agit de fruits de cotisation, mais qu'il ne suffit pas de contrôler pour réduire la question du chômage en France. D'abord, créons des emplois. Êtes-vous pour ou contre, Gérard Larcher, réformer les seuils sociaux? Oui. Oui, parce que je pense que c'est un système obsolète et qu'il a des effets pervers. Alors chacun a sa théorie. Il y a ceux qui vous disent, regardez, 50, il y a beaucoup moins d'entreprises. Ce qui se passe en France, c'est qu'on n'arrive pas à faire grandir les entreprises. Et qu'il y a un certain nombre d'obstacles, parmi lesquels les seuils sociaux, parce que les coûts changent terriblement. Quand vous êtes dans une entreprise en développement, vous vous posez des questions sur les coûts. En même temps, il faut que les salariés puissent être représentés. C'est ma vision de cet équilibre social. Donc, on voit bien que nous avons un système de codification du travail qui est d'un autre siècle, qui a besoin d'être revu. Le Code du travail, il doit protéger et le salarié et l'employeur, mais nous sommes entrés dans une forme de formalisme. J'avais tenté de recodifier le Code du travail. Ça a été un travail de Sisyphe, ce qui est normal pour un code du travail, mais au fond, il faut recréer de la dynamique. Et aujourd'hui, nous avons un code qui protège plutôt les protégés et qui exclut les plus fragilisés, les plus exposés. C'est ce qui explique pourquoi tant reste à la porte de l'emploi. Puisque vous êtes ancien ministre du Travail, êtes-vous pour ou contre le report à 65 ans de l'âge légal du départ à la retraite? C'est la proposition de François Fillon. Indispensable pour les équilibres des comptes. Nous voyons bien que dans la réforme Ayrault, on est déjà à des rendez-vous où il n'y a pas le financement. Où il n'y a pas le financement, on ne peut pas mentir. Alors après, et on le voit que sur la question de la pénibilité, le sujet qui a été abordé, sujet que je connais bien parce que c'était déjà un sujet pour moi, les propositions qui ont été faites sont une complexification de plus et un coût de plus. Il n'empêche que 65 ans peut être modulé, mais c'est une réforme indispensable. Et pour ou contre réformer les professions réglementées? En tous les cas, pas par ordonnance. Parce que quand je vois la manière brutale dont on l'envisage, quel est l'avenir des pharmacies rurales? Il enferme aujourd'hui presque une par jour. Certains disent même plus, mais j'exclus les regroupements. Le rôle des notaires en secteur rural, qui ne sont pas les grands offices parisiens, leur rôle de service public. Méfions-nous de les présenter, ces professions réglementées, j'allais dire, comme les victimes en sacrifice de notre incapacité à nous réformer plus globalement. Gérard Larcher, on va passer, avant la dernière séquence de l'émission, à deux questions rapides sur la situation gouvernementale, on ne peut pas l'éviter. À votre avis, est-ce que François Hollande peut poursuivre son mandat jusqu'en 2017? C'est une question qui se pose de plus en plus depuis la crise gouvernementale de la fin du mois d'août. Est-ce que François Hollande peut arriver au terme de son quinquennat?
Dans l'État, en tout cas. La Ve République lui permet. Et je suis attaché à la Ve République, donc vous ne m'en verrez jamais entendre parler de démission. Ça lui appartient. C'est une hypothèse. S'il considère, lui, avec la vision de l'intérêt du pays, qu'il doit poursuivre son mandat, il a été élu pour 5 années. Et donc, ne m'attendez pas à me voir dans le camp de ce que j'aurais appelé les séditieux, entre guillemets, bien évidemment. Je dis tout ça avec beaucoup de respect. Est-ce qu'il réunit les conditions politiques? C'est un sujet aussi. D'abord, a-t-il encore une majorité à l'Assemblée nationale? On saura le 7 Et septembre. est-il prêt à dialoguer avec le pays? On le verra s'il est capable, ou en capacité, ou en volonté de dialoguer avec un Sénat qui aurait changé de majorité. C'est aussi sa responsabilité. L'hypothèse d'une dissolution, vous y croyez? La dissolution, avec la réforme du quinquennat, est une arme un peu différente de ce qu'elle était auparavant. C'est une arme, entre guillemets, qui permet de sortir d'une crise, de retourner devant le peuple. C'est une arme que François Hollande pourrait utiliser. Je ne sens pas le moment arriver. Michel? Oui, alors, c'est une question de Saïd. Sur le fond, dit-il, après le remaniement, d'aucuns voient le passage d'une ligne social-démocrate à une ligne social-libérale. L'UMP ne se grandirait-elle pas à encourager le gouvernement en ce sens? Moi, je fais partie de ceux que s'il y a des propositions du gouvernement concrètes, parce que on est passé de la ligne, moi j'attends les actes et les propositions concrètes. Regardez, on est sur le pacte de responsabilité, ça fait 9 mois qu'on en parle, et on attend toujours des signes concrets. Moi j'attends les preuves d'une véritable évolution, mais si certaines décisions ou certaines propositions étaient utiles à mon pays, je ne vois pas pourquoi. Moi j'ai toujours privilégié, avec d'autres, mais il se trouve que j'ai l'honneur de présider les sénateurs gaullistes. Honnêtement, je ne donne de leçons à personne. L'intérêt de mon pays, c'est ce qui prime dans mes choix. Vous serez prêt à voter les textes qui vont dans le sens? Si c'est l'intérêt de mon pays, je ne vois pas pourquoi certaines mesures devraient être exclues. Je ne trouve pas aujourd'hui que, au fond, quand un Premier ministre vous dit « j'aime l'entreprise », je ne vois pas pourquoi je ne le croirais pas. J'attends des propositions concrètes pour cette entreprise et non pas des pas de deux. Il nous reste 5 minutes, Gérard Larcher, pour finir l'émission. On passe donc à la dernière séquence, le fil de la semaine. On revient rapidement sur les actualités qui ont marqué la semaine dernière. On demande votre avis. Donc mercredi, c'était la rentrée, enfin c'était presque la rentrée, et des écoles ont refusé d'ouvrir avec les nouveaux rythmes scolaires et 5 communes sont assignées devant le tribunal administratif. Faut-il punir les maires qui ne respectent pas la loi? Non, il faut dialoguer avec eux. Et je ne suis en total désaccord avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui dit vous appliquez. Et après on discute. Pourquoi? Parce que les rythmes scolaires, ce n'est pas le fruit d'une loi, c'est le fruit d'un décret qui a été pris sans concertation, sans dialogue, et qui a des conséquences financières importantes. En même temps, la Cour des comptes, en même temps, le ministère de l'Intérieur, la Cour des comptes dit qu'il y a trop d'employés territoriaux, trop d'agents territoriaux. Et le ministère s'apprête à baisser de 11 milliards en 3 ans les dotations aux collectivités et créer des dépenses nouvelles. Alors, beaucoup de maires, finalement, par lassitude, sont rentrés dans les rythmes scolaires. Mais le sujet n'est pas traité au fond. Le sujet qui est traité au fond, c'est qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, qui le finance, en même temps on ne peut pas faire peser sur les collectivités. Vous savez, en ce moment, je suis aux 4 coins de la France avec nos candidats aux élections sénatoriales. La question des rythmes scolaires, y compris dans les départements où tous les maires, en quelque sorte, ont cédé à la menace, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils avaient aussi la nécessité d'une espèce de paix sur le territoire. Croyez-moi, c'est un sujet qui reste extrêmement prégnant. Ça va peser dans les sénatoriales? Ça va peser sur les élections sénatoriales. L'ambiance n'est pas bonne et les maires qui sont entrés aussi en résistance, et quelque part, ils expriment beaucoup d'autres maires qui, eux, n'ont pas fait ce choix-là pour des raisons locales que je respecte. Donc vous défendez les maires frondeurs sur ce point? Je pense que les maires frondeurs nous posent des questions. Et que ces questions, le gouvernement doit y répondre. D'ailleurs, le Sénat avait fait un rapport
sur ce sujet. Ce rapport, je pense à Catherine Trandleu, qui est une sénatrice alsacienne, avait exprimé que ce n'est pas parce que les maires céderaient sur les rythmes scolaires qu'on aurait réglé la question d'une école qui aujourd'hui doit se poser la question plus globalement. Pourquoi j'ai 150 000 jeunes qui sortent du système chaque année, sans diplôme, ou sans formation qui leur permette d'entrer vraiment dans la vie active. C'est ça le vrai sujet de l'école. C'est pas une affaire de rythme, c'est quelle école nous voulons. Et nous voyons bien que dans les classements internationaux, nous ne sommes pas bien classés. On passe à l'actualité de jeudi. Madame Trierweiler a publié un ouvrage, vous n'êtes pas passé à côté, j'imagine, qui... Je n'ai pas lu. Je le lirai pas, parce que, pardonnez-moi, c'est la vie privée. Ma conception personnelle, mes convictions m'amènent à dire que la vie privée, c'est la vie privée. Je ne peux pas croire, moi, que François Hollande soit quelqu'un qui méprise les pauvres. Je vous le dis très clairement. Je le combats politiquement. Je l'ai vu aussi comme président du groupe socialiste à l'époque où j'étais ministre. Et ça, j'ai du mal à y croire. Je ne dis pas que Mme Trierweiler ne dit pas la vérité, mais sur le fond. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de l'un et de l'autre. Honnêtement, la France a d'autres sujets que ça à traiter. Alors, je dis aussi, mais aussi aujourd'hui, Thomas Thévenoud, ministre du Commerce extérieur, démissionne. Ce matin, cette nuit, on apprend qu'il reste député, même s'il quitte le groupe socialiste. Est-ce qu'il doit rester député ? C'est une affaire de déontologie et d'éthique. Et là, ça n'a rien à voir avec l'ouvrage. Ah oui, non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Un homme ou une femme politique a un certain nombre de devoirs. Parmi ces devoirs, il doit respecter la loi, et notamment la loi fiscale, qu'il vote en plus chaque année, et sur lequel, chaque année, en quelque sorte, nous réaffirmons une légitimité, y compris quand on ne vote pas. Cette loi, elle s'applique à nous. Et je pense que c'est une question d'éthique et de déontologie qu'il doit devant ses électeurs de Saône-et-Loire. Mais il contribue, donc la décence, il contribue à un peu plus détruire dans la démocratie l'image des représentants de la démocratie. Donc concrètement, la décence aurait voulu qu'il s'en aille. Je pense. C'est pas que je pense, c'est ma conviction. Vendredi, il y a les accords de l'OTAN pour sanctionner la Russie. Au sujet des Mistral, est-ce qu'on peut vendre des armes qui pourraient être utilisées contre nos intérêts ? La réponse est non, mais pour cela, il n'y a pas que l'affaire de l'OTAN. Il faut une Europe de la défense. Et un des sujets sur lesquels nous sommes, hier, j'étais aux universités de la défense à Bordeaux. Oui. Je partageais un exposé avec mes collègues Gauthier et Renner sur les forces spéciales. La question de la défense, c'est aussi quelle capacité ont les pays européens à faire cet effort pour collectivement nous affirmer, et derrière l'effort de défense, c'est la politique étrangère, et une Europe qui baisse les bras, j'allais dire face à la Russie, est une Europe déséquilibrée. Donc il faut qu'on ait le courage d'avoir un outil de défense en commun et d'y mettre, y compris nous-mêmes, les moyens nécessaires, même en période de crise. Voilà pourquoi toute amputation financière à la loi de programmation militaire serait une faute majeure. Et je demande au président de la République de respecter sa parole. La vente des Mistral à la Russie, selon vous, serait une erreur ? Actuellement, la décision de suspension, je la partage. Très bien. On finit, Gérard Larcher, avec l'information du week-end. De nouvelles informations sur Nemouche ont fait surface ce week-end. Alors plus globalement, il y a un problème qui se pose, c'est celui de ces Français qui partent faire le djihad en Syrie, dans d'autres pays en guerre. Est-ce que vous allez voter, vous, la loi préparée par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre le terrorisme à la rentrée ? Toute action pour lutter contre le terrorisme et qui peut se révéler utile doit recueillir un soutien. Il faut réfléchir, par contre, à pourquoi des jeunes hommes, quelques femmes, sont tentés par cela. Au mois de juillet, j'étais dans un camp de réfugiés en Turquie. Et dans ce camp de réfugiés de Syriens en Turquie, on me faisait part de l'emprise de l'État islamique au Levant et en Irak. Il portait encore ce nom-là à ce moment-là. Et nous voyons bien qu'il y a une forme d'attraction, entre guillemets, du mal. Et cette force, cette aimantation vers le mal, il est aussi un espèce de cri vers lequel certains y voient leur salut. Je crois qu'il nous faut être, j'allais dire, sans faiblesse,
sur ce dossier-là, le traiter totalement. Il n'y a pas d'explication sociologique qui vaille, même s'il existe des explications sociales et sociologiques. Il faut sur ce point que les démocraties soient sans faiblesse vis-à-vis du terrorisme. Il faut que nous soyons aussi sans faiblesse sur la question des minorités religieuses en Orient. Je me réjouis de l'appel des communautés musulmanes sur le soutien aux chrétiens d'Orient. Le chrétien d'Orient, c'est la convivialité en Orient, la seule qui reste, après qu'aient été chassées les minorités, notamment juives, qui existaient sur les terres d'Orient. Les chrétiens d'Orient, les minorités religieuses, c'est la garantie demain d'une forme de convivialité en Orient, mais aussi en Occident. Donc concrètement, la loi en question, vous la voterez? Tout dépend de ce qu'elle contiendra. Sur le principe, j'y suis favorable. Très bien, ce sera le mot de la fin, Gérard Larcher. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci à vous, messieurs. Merci, chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit. D'ici là, restez connectés.